l'état d'euphorie post-émotion, qui est que la personne, elle s'est libérée de quelque chose de tellement ancien ou lourd qu'elle a un moment d'euphorie inexplicable. C'est-à-dire que il y a 5 minutes, elle était en pleurs, elle était stressée, elle tremblait dans tous les sens et elle pensait à un souvenir difficile. Et 5 minutes après, sans raison, comme ça, il y a un moment où ça arrive, elle se met à rire et ça, elle peut plus s'arrêter. C'est Ok. génial. Super. C'est- Hop. Donc, comme je le disais, on va parler aujourd'hui de détox émotionnel. J'ai déjà pas mal parlé, Halloween, de détox physique, avec l'alimentation, les soins, les positions de yoga. On est dans tous ces sujets en ce moment, ce qui est assez passionnant et qui est vraiment le moment de l'année où il faut le faire, particulièrement. Et du coup, j'aurais aimé aujourd'hui que ensemble on puisse parler un petit peu de la détox émotionnelle et donner des indications aux gens sur comment s'y prendre, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, je te laisse un peu la parole, peut-être te présenter rapidement et puis rentrer dans le sujet. Oui, donc je m'appelle Manu Moulin, je suis praticienne en Ayurveda et je me spécialise dans l'approche, on va dire, psychique de la santé et notamment émotionnelle. Donc en fait, pour faire simple, c'est assez compliqué à expliquer, mais les personnes que j'ai le plus souvent en consultation, c'est des personnes qui ont déjà essayé beaucoup de choses, qui savent très bien ce qu'elles devraient faire, qui ont déjà une plutôt bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. J'accompagne aussi des personnes qui débutent en Ayurveda ou même dans leur approche de la santé holistique et qui veulent avoir plus d'informations pratiques sur en effet comment manger pour leur constitution, comment se... Mais qui soit adapté. Et... Mais par contre, ce sur quoi je me concentre et ce que j'apporte le plus dans mon travail, c'est on sait tout ça et pourtant on le fait pas, et ou pourtant ça ne suffit pas, ou pourtant il y a quelque chose en plus qui manque. Donc, quels sont Et les blocages? voilà. Donc la plupart du temps, c'est inconscient. Ce qui fait que mon travail, c'est beaucoup d'aller chercher dans le corps et dans l'esprit, avec la personne, qu'est-ce qui bloque, justement. Mhm. Voilà pour ce que je pratique. Donc ça passe par des visualisations, ça passe par des questionnements, ça passe par euh, une forme de méditation, si on veut, de pleine conscience, en fait, de ce qui se passe dans le corps de la personne, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, en termes de pensée aussi. Et je donne des exercices ensuite à faire. Et c'est vraiment un accompagnement de vie plus que juste de l'hygiène physique, Ouais. puisqu'on va en fait voir que tout se relie les uns avec les autres. Et du coup, pour toi, si tu pourrais nous donner une petite définition peut-être de qu'est-ce qu'est une émotion, comment elle se manifeste dans le corps, par exemple. Une émotion, ce qui est intéressant, c'est de revenir au sanskrit, vu qu'on parle d'Ayurveda notamment. Super. Ça se dit rasa en sanskrit. Et rasa, ça veut aussi dire le premier tissu du corps, pour ceux qui connaissent l'Ayurveda, qui est le liquide nourricier, ou comment on pourrait dire ça, le kil, ce liquide qui est prédigéré, on va dire, une fois que ça a été dans l'estomac. Ça veut aussi dire plasma, ça veut dire jus, ça veut dire quelque chose de fluide, en fait, quelque chose de liquide qui nourrit. Et c'est quelque chose, je trouve ça très intéressant qu'ils aient le même mot pour parler d'une émotion et parler de quelque chose de liquide qui nourrit. Euh, donc c'est un fluide, une émotion, c'est quelque chose qui circule quand ça fonctionne bien, en tout cas quand c'est laissé faire son travail. Et le but, c'est de communiquer entre une sensation physique et l'esprit, on va dire ça comme ça, entre l'intellect et le corps. Et le but, c'est aussi de communiquer avec l'extérieur. Donc l'émotion, son but, c'est de communiquer, c'est d'envoyer un message, que ce soit au niveau interne ou au niveau externe, donc de nous avec les personnes qui nous entourent, ou les êtres qui nous entourent de manière générale. Donc, ça nous donne une information sur notre état physique et mental sur un moment donné. C'est Mm. ça nous indique qu'est-ce qui est, euh, comment on va dire ça, En train de se qu'est-ce qui est une passer. source de danger, qu'est-ce qui est une source de peur, qu'est-ce qui est une source de joie. Et ça va nous Mhm. aider à nous orienter littéralement. C'est-à-dire que les émotions, une fois qu'on arrive à les vivre de manière comme pleinement part de nous-mêmes et pas comme un ennemi à combattre, ça Mm. devient notre boussole intérieure. Ouais, tout à fait.
Mm. Et on entend beaucoup de personnes, et moi la première, hein, à ressentir un peu une déconnexion justement avec ces émotions, c'est qu'on n'arrive pas à les sentir dans notre corps. Donc tu nous as parlé un petit peu de quelques méthodes, mais déjà est-ce que tu vois ça souvent? Pour toi, quelles en sont les raisons? Peut-être commencer par là. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à sentir ce qui se passe? Et du coup, par la suite, il y a le sentir et il y a l'interpréter. Oui, bah si j'ai commencé à me plonger dans ce travail, c'est parce que moi aussi, j'étais dans cette même situation Moi, je suis en plein dedans. que j'appelle avec beaucoup d'humour la constipation émotionnelle, parce que je trouvais que c'était une bonne manière de visualiser l'incontinence et la constipation, parce que j'avais observé qu'il y avait ces deux types de personnes autour de moi. Et moi, j'étais plutôt dans le spectre constipation. Donc, c'est le type qui retient. Au bout d'un moment, c'est insoutenable et ça finit par nous rendre malades. Et donc ça peut venir de plein de choses. Et j'avais, dans l'atelier sur le fait de vivre ses émotions, il y avait toute une section là-dessus. C'est qu'est-ce qu'on fait si on ressent rien? Parce que comment on fait un travail sur soi si on ressent pas d'émotions? Et ce que je conseille souvent, euh, peut-être d'abord parler de pourquoi on ressent rien. Alors, il y a plein de raisons à ça, mais la majeure partie du temps, c'est on nous a appris que c'était pas bien de ressentir, ou nous, de manière, comment on va dire, par nous-mêmes, on a compris que c'était pas bien vu de ressentir une émotion plus qu'une autre. Ça peut être par mimétisme aussi, parce que si on voit que les personnes autour de nous ne vivent pas leurs émotions, on se dit que c'est la manière normale de faire, puisqu'en tant qu'enfant, on se calque sur les exemples qu'on a autour de nous. Ouais, bien sûr. Donc, si on ne voit pas les émotions des autres, ou qu'on nous dit clairement, ah bah, cette personne, regarde comment elle est émotive, elle est dramatique, elle se met hyper en colère, elle n'est pas maîtresse d'elle-même, etc. Qu'est-ce qu'on va se dire? Ah, donc ça, c'est pas un comportement normal. Donc, on va le catégoriser comme anormal. Et tout ce qui est anormal n'est pas à garder pour nous, puisque nous, ce qu'on veut, c'est d'être intégré. On veut faire Ouais. partie d'un groupe. Animaux sociaux, hein, bien sûr. Donc ça, c'est la cause la plus fréquente, on va dire. Euh, Après, il y a aussi ce que j'observe, c'est une forme de burn-out émotionnel dans le sens où parfois on a des émotions tellement fortes et elles nous dépassent tellement qu'on préfère carrément s'en couper. Mais en fait, on revient au même problème puisque souvent c'est qu'elles ont été réprimées. Une émotion qui est vécue pleinement, elle n'a pas besoin d'escalader en fait. Quand elle escalade, c'est qu'elle a été retenue un peu, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Et on finit par ne plus rien ressentir et de manière, en langage médical, ça s'appelle la dépression. La dépression, c'est quand on a pressé tout ça pour ne plus ressentir. Alors c'est sûr que ça soulage entre guillemets sur le coup, mais ça ne fait rien de bon sur le long terme et sur le court terme non plus d'ailleurs. Par la suite des maladies. Voilà, des maladies et puis un inconfort clairement au quotidien, puisque en dépression, on n'est pas très acteur de sa vie, on est complètement détaché du monde, on revient à la définition même de l'émotion qui était un but de communication. Si on en est coupé, bah, on se sent hyper isolé. Ok. Isolation, perte d'énergie, manifestation de maladie. Ok, donc là, c'est ce que donc tu observes qui revient le plus, non? Cette décorrélation et la répression un peu des émotions. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque on conscientise qu'on est du coup décorrélé? Il y a le lien, n'est plus là entre ce qu'on ressent et, euh, et justement voilà les émotions qu'on devrait avoir dans le corps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le process? La première chose que j'ai envie de dire aux personnes qui vraiment n'ont pas l'habitude de faire ce travail, c'est de vous entourer avec des personnes qui ont l'habitude de le faire ou qui ont cette envie aussi. C'est très difficile de se relancer là-dedans tout seul parce que, surtout si on est entouré de personnes qui ne le font pas, parce qu'on va croire qu'on est fou, hein, et à plusieurs reprises. C'est-à-dire que quand on a considéré qu'une émotion n'était pas... que vivre une émotion, ça nous faisait de nous quelqu'un d'instable, quelqu'un de fou, quelqu'un de pas appréciable, ça va pas revenir d'un coup comme ça. Ça va prendre du temps, ça va venir avec des étapes, et il y a des moments où on va se dire mais pourquoi j'ai commencé ce chemin, c'est n'importe quoi, c'était pas une bonne idée. J'étais bien mieux avant, j'étais beaucoup plus stable, j'avais beaucoup moins de problèmes dans ma vie. Pourquoi j'ai commencé à faire ce truc? Donc ce que je dirais, c'est d'abord de s'entourer, c'est vraiment important.
Que ce soit en vrai ou voilà, en virtuel comme on peut le faire Mm. aujourd'hui. Mais pour moi, ça a été déjà m'entourer de personnes que je suivais sur Internet, en fait, de suivre des personnes qui exprimaient la colère, qui exprimaient la peur, la tristesse. Et je vais pas vous mentir, hein, au tout début de mon travail là-dessus, j'étais dans le jugement. J'étais, mais pourquoi elle se met dans cet état? Mais c'est gênant. Mais, mais pourquoi? Et j'étais dans l'incompréhension totale. Pour moi, c'était complètement inconnu, en fait. Oui, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont s'identifier. Ouais, complètement. Surtout des émotions qui sont assez fortes et pourtant tellement saines et tellement dynamisantes, qui est par exemple la colère. Mm. Moi, je suis en ce moment complètement focalisée sur l'expression de la colère, que j'ai tendance à refouler. Et pourtant, c'est une des émotions qui est la plus motrice, non? C'est celle qui fait qu'on va de l'avant. Ce mouvement, généralement, on se crispe au niveau de la mâchoire et c'est ce qui fait vraiment un mouvement en avant et c'est vraiment nécessaire comme émotion. Sans cette émotion, on ne peut pas avancer, on ne peut pas mettre de limites, on peut pas. C'est dangereux de ne pas vivre de colère. Mais attention, parce que on va vite avoir envie de sauter dans l'extrême inverse, de se dire euh, oui, mais dans ce cas, on détruit tout. Dans ce cas, il n'y a plus de maîtrise de soi, il n'y a plus de bienveillance. Peut-être que tu peux nous expliquer la différence entre connecter avec son émotion et l'expression extérieure de l'émotion. Tout à fait. Alors en fait, il n'y a pas d'émotion saine ou malsaine, mais par contre, la manière dont on l'exprime peut l'être. Ce qui Mm. fait que souvent, quand une personne va être en colère, elle va, si elle est très très en colère et qu'elle n'a pas travaillé sur cette énergie-là, elle va vite laisser la colère prendre le dessus sur elle. Et par exemple, l'enseignement de Durga, qui est une déesse hindoue. Durga, c'est la guerrière Mm. qui tue les ennemis et qui défend le dharma. Durga, elle chevauche un lion. Et la représentation de ce lion, c'est les émotions, justement. Ces émotions fortes. Et ce que ça montre, c'est que on n'est pas là pour tuer le lion, on n'est pas là pour l'enfermer dans une cage, mais on ne le laisse pas prendre le dessus non plus. Le cheveu. Voilà. Donc le but, c'est de l'utiliser comme un outil. Mais ça Mm. vient avec beaucoup de pratique. C'est pas facile au début. Et surtout, souvent, la colère, parce qu'il y a des personnes avec la colère, ils n'ont aucun problème avec cette émotion. J'en connais. Et c'est très difficile pour moi au début. Ça a été très dur de faire face à ce genre de personnes parce que je me disais, mais elles ont un problème ou c'est moi qui ai un problème. Mais il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, il y a certaines personnes, elles n'ont aucun souci avec la colère parce que dans leur exemple familial ou dans leur entourage, il n'y avait aucun souci avec cette émotion-là. Au contraire, c'est peut-être même valorisé. Et auquel cas, la colère, elle peut par contre venir cacher une autre émotion, ce qu'on appelle une émotion couverture. Toute émotion peut devenir une émotion couverture. La tristesse peut être une couverture de la colère. La colère peut être une couverture de la tristesse ou de la peur aussi. Mm. Là, D'accord. on peut revenir aux constitutions adoshiques, par exemple. Une personne pitta dominante, elle va souvent utiliser la colère ou l'irritabilité ou le jugement en couverture de en vrai, je suis terrifiée ou en Mm. vrai, je suis hyper triste. Parce que Mm. Pitta ne va pas forcément montrer cette part de lui. Mm. Alors que D'accord. Kappa, il ne va pas montrer la colère, il va montrer la tristesse en premier, Mm. pour couvrir la colère, par exemple. Donc c'est un mélange de notre constitution, de comment on a été éduqué, de quels exemples on a reçus. Et pour répondre à ta question de c'était comment faire la différence, c'est ça? Et comment l'exprimer? Oui, voilà, entre le fait de conscientiser qu'on la ressent et la manière dont on va l'exprimer, les gens souvent font la confusion, alors qu'on peut très bien être en colère, la ressentir et décider de ne pas crier sur la personne en face, par exemple. Oui. Alors, ça va demander déjà d'avoir une bonne hygiène émotionnelle, parce qu'il y a des moments où ça prend le dessus. Donc, c'est comme, comment on va dire ça? Euh, voilà, si vous allez faire une randonnée, je dis cet exemple parce que ça te parle, je pense. Vous allez faire une longue randonnée et vous allez d'un coup vous retrouver face à une section de la randonnée qui est très compliquée pour vous. Par exemple, avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de rochers, de l'instabilité, peut-être de la peur du vide. Si vous êtes préparé à ce genre d'entraînement, par exemple, vous avez utilisé des poids, donc vos jambes ont l'habitude de travailler avec plus de poids. Vous avez l'habitude de travailler avec de l'instabilité dans le yoga, par exemple.
Vous allez aborder cette section de manière beaucoup plus paisible, même si vous allez être un petit peu plus en alerte que si vous n'aviez pas du tout entraîné votre corps. Pour la colère, c'est la même chose. Si vous avez une hygiène de vie, finalement, qui de base est bonne, le moment où cette colère va s'exprimer, elle ne prendra pas le dessus, puisque une chose que vous pouvez regarder dans votre propre comportement pour savoir quand est-ce qu'elle prend le dessus, c'est quand la colère commence à pointer du doigt et à dire c'est de ta faute, tu as fait ça. Voilà. Quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la communication non violente notamment, qui dit que toute émotion, elle parle de moi. Donc à partir du moment où la colère ou toute autre émotion est utilisée pour juger, rabaisser, humilier, blesser l'autre, c'est qu'on rentre dans quelque chose de malsain. Et on rentre dans quelque chose de malsain parce qu'on refuse de vivre une vulnérabilité à l'intérieur de nous, parce que clairement, c'est pas très agréable d'être vulnérable face à l'autre. Donc si on utilise la colère pour cacher cette vulnérabilité, là, ça devient malsain. Mais ça demande de la pratique. Clairement de la pratique. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu recommandes pour ressentir réellement dans un premier temps, conscientiser que l'émotion est là, qu'elle se manifeste dans un endroit du corps? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Souvent, je reviens aux sensations physiques parce que c'est le plus simple pour moi et je trouve que c'est l'essentiel puisqu'on pense beaucoup aux émotions, mais une émotion, elle se vit dans le corps. Et moi, la première, hein, même après des années à travailler sur ce sujet, j'ai toujours une première étape qui est attends, on va déjà essayer de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Et après, je me dis non, non, c'est dans le corps d'abord. Donc, je fais souvent redescendre les personnes dans leur corps et on ne parle même pas de l'émotion en fait. On parle juste c'est où, c'est quoi, c'est comment, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est rouge. Et j'ai des personnes qui me décrivent un dragon, j'ai des personnes qui me décrivent des grottes, j'ai des personnes qui me décrivent du feu et on part de ça en fait. Ouais, visualiser, donc du coup, qu'est-ce qu'on ressent? Okay. C'est ça. Parfois, il y a carrément des sensations physiques, de choses qui bougent dans le ventre ou des nœuds au niveau du ventre. Ça, c'est très fréquent. Et on va explorer ça en premier. Ok. Et est-ce que du coup, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on a identifié, donc par exemple, c'est dans nos ventres, c'est de couleur rouge, je sens que c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à partir du moment où on la décrit, qu'est-ce qu'on ressent les choses différemment? Ça, c'est la première étape de qu'est-ce qui se passe. Maintenant, on peut considérer une sensation comme, si on revient à la définition de l'émotion comme étant une messagère, ok, qu'est-ce qu'elle veut cette sensation? Donc parfois je demande, parce que j'ai souvent des descriptions de boules au niveau de la gorge, de grosses chaleurs au niveau de l'estomac ou du cœur, et je demande, et elle veut aller où cette chaleur? Est-ce qu'elle veut sortir? Est-ce qu'elle veut s'expandre? Est-ce qu'elle veut rentrer? Et on la laisse faire. Et là, souvent, c'est là que la personne va commencer à manifester de manière plus visuelle l'émotion. C'est quand, par exemple, on va toucher à de la tristesse, on va toucher à quelque chose souvent de lourd, souvent de dense, quelque chose où la personne se sent renfermée, se sent, comment on va dire? Rapetisser, diminuer. C'est ça. C'est quelque chose de lourd, en fait, la tristesse. On n'est pas dans l'expansion. Exactement. Et il y a souvent la notion d'eau aussi qui est rattachée à la tristesse. Et ce qui va se passer, c'est que souvent, je demande et elle veut aller où la tristesse? Et elle me dit, elle remonte, par exemple. Eh bien, on va la laisser monter. Et moi, j'encourage la personne. En fait, mon travail, c'est beaucoup d'encourager la personne à le faire ce qu'elle sait déjà qu'elle doit faire. Et la personne va, par exemple, se mettre à pleurer. Et par exemple, là, je vais voir que la personne est très contractée au niveau de la gorge ou qu'elle retient ses pleurs. Donc, je vais l'encourager à utiliser sa voix. Parce qu'utiliser la voix, ça amplifie les émotions. Que le chakra de la gorge, c'est le chakra qui permet de communiquer. Donc, si on utilise la voix, par les mantras, par des sons, ça va parfois amplifier l'expression de l'émotion, ce qui peut être une très bonne chose parce que du coup, on a plus accès à ce message. Mais ça peut être très inconfortable pour les personnes au début de littéralement de crier, d'avoir des gémissements de tristesse, parce que c'est pas forcément beau à voir quand on commence ça. Pour moi, ça l'est parce que j'adore se faire ce travail et que je trouve ça magnifique. Mais
Mais les premières fois Donc, on qu'on n'est vit pas. ça, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là, on Donc ça, ressent une sensation de libération. Qu'est-ce que ressentent les gens en général une fois qu'ils ont connecté, ils l'ont vécu, ils le décrivent? c'est très variable d'une personne à l'autre puisque parfois une émotion peut donner lieu à une autre. Souvent, si donc par exemple la tristesse cachait de la On remonte colère, le fil pour c'est comprendre ça. qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui l'est pas. Donc la personne par exemple va vider sa tristesse et là va se rendre compte, elle va me dire là je suis vraiment très en colère. Ok, on continue et on déroule le fil. Mais c'est pas un travail qui se fait en une fois, donc c'est pas un, ça c'est un travail en couche en fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment important à retenir parce que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne et qui me disent mais pourquoi je reviens à ça, pourquoi ça prend tant de temps, pourquoi j'ai toujours pas réglé ça. Et moi la première, hein, de me dire mais pourquoi on revient à ce même sujet, pourquoi il y a toujours de la colère, pourquoi il y a toujours, mais parce qu'elles reviendront quoi qu'il arrive. Oui, Et c'est une qu'elles émotion à respecter qui fait partie de la vie. et qu'elles vont à chaque fois t'en apprendre un peu plus. Mm. Donc à chaque fois, tu vas avoir une autre information, tu vas aller encore plus en profondeur, tu vas aller un tout petit peu plus loin et c'est là que ça va t'aider. Mais dans tous les cas, tu vas évacuer un peu de surplus. Donc souvent, j'adore décrire ça, dans les ateliers, j'avais décrit ça et ce qui est bien, c'est qu'après on passait à la pratique, donc les gens pouvaient voir. C'est Mhm. l'état d'euphorie post-émotion qui est que la personne, s'est libérée de quelque chose de tellement ancien ou lourd qu'elle a un moment d'euphorie inexplicable. C'est-à-dire que il y a 5 minutes, elle était en pleurs, elle était stressée, elle tremblait dans tous les sens et elle pensait à un souvenir difficile. Et 5 minutes après, sans raison, comme ça, il y a un moment où ça arrive, elle se met à rire et ça, elle peut plus s'arrêter. C'est Ok. génial. Ah, ça doit être C'est impressionnant. c'est Mm. un moment que j'adore parce qu'on sent qu'il y a eu ce shift qui ne veut pas dire que la personne elle est guérie à jamais de cette émotion ou de ce trauma, puisqu'on peut parler de ça aussi. Mais là, elle a libéré ce qu'elle avait, elle était prête à libérer à ce moment-là et elle Mm. se sent déjà plus légère. Et ce qu'on recherche beaucoup dans le travail émotionnel, c'est de la légèreté. Dans la détox, c'est ça, c'est on crée de la légèreté dans Exactement. le corps. Mm. Ok. Légèreté et compréhension. Donc, du coup, un peu peut-être dans l'interprétation du message. Est-ce que ça, quand on connecte du coup avec cette émotion et qu'on fait tout ce processus que tu viens de me décrire, est-ce qu'on a un peu plus de clarté qui remonte peut-être un peu plus au niveau de l'esprit pour avoir une compréhension de, parce qu'on disait que c'est une boussole. Moi, je sais que j'ai parfois un peu de mal à faire le lien entre le ressenti et qu'est-ce que ça veut dire dans les décisions que j'ai à prendre. Alors ça peut arriver pour plusieurs raisons. De une, si on ne laisse pas l'émotion se dérouler jusqu'au bout. Ok. L'analogie que je donne, c'est un tunnel. Il faut soit y rentrer, soit ne pas y rentrer. Le D'accord. problème, c'est quand les gens me disent Le oui, moi temps, j'ai vécu une émotion, c'était encore pire. C'était encore pire parce que tu t'es arrêté en plein milieu du tunnel. Alors il fait noir, tu sais pas où t'es, tu sais pas où aller. Donc en effet, c'est difficile. C'est pour ça que un accompagnement, c'est chouette parce que ça permet d'avoir quelqu'un avec soi à ses côtés. Mais c'est possible de le faire seul. Dans ce cas, il faut vraiment s'engager à vivre l'émotion en entier. Et tant qu'elle est encore là, c'est qu'elle a encore quelque chose à exprimer. Ensuite, un autre problème que je rencontre, c'est qu'on essaie de l'intellectualiser un peu trop vite. En fait, ouais. souvent l'émotion, c'est évident. Si on a vraiment cette légèreté qui est créée, c'est évident. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas retomber dans des questionnements plus tard ou des remises en question de ouais, mais est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que machin, etc. Parce qu'après, on doute de ce qu'on a vécu dans un moment de clarté. Mais d'où l'intérêt de nourrir un état sattvique de l'esprit, donc un état de clarté de l'esprit finalement, puisque c'est ça qu'on recherche aussi dans ce travail de détox émotionnel. Euh, c'est de si le mental se, a l'impression qu'il doit trouver la solution ou l'interprétation, c'est que l'émotion n'a pas été vécue en entier, en fait. Enfin, D'accord, donc faut prendre du temps. dans mon expérience, la personne, pour elle, c'est évident. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand cette émotion-là, due à une interaction avec autrui, du coup on est dans un moment social où on va pas prendre le temps de vivre cette émotion dans l'instant. Est-ce que c'est possible de se le rappeler et à un moment donné où on est chez soi, dans un moment plus calme et plus
d'intimité, reconnecter avec cette émotion-là, parce que ça a le même pouvoir. Oui, tout à fait. Ça, bah, de toute façon, elle partira pas l'émotion, donc elle va se rappeler à vous dès la première occasion. Euh, donc, on peut la stimuler si on veut. Et en fait, c'est assez facile. C'est ce que j'utilise en consultation, puisque quand les gens viennent me voir moi, ils sont pas dans l'émotion déjà. Enfin, ça arrive, mais c'est rare. Euh, ils sont pas dans le conflit qu'ils ont vécu. Mais il y a toujours une marque qui est là. Souvent, il suffit juste qu'ils me racontent le conflit en question et ça revient directement. Parfois, on revient sur des conflits très, très anciens. Donc, oui, c'est possible de l'aborder après. C'est même plutôt une bonne chose quand on débute, surtout parce que on peut pas. C'est très compliqué d'avoir de la clarté dans une relation ou dans une interaction quand on n'a déjà pas l'habitude de vivre ce genre de processus. Dans le sens où quand on vit une émotion, on est dans un état rajasique. Ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est juste que c'est un état par lequel on doit passer. Sauf que si on n'a pas l'habitude de passer de rajas à sattva de manière Tu peux quotidienne. expliquer Raja et Sattva, tu peux l'expliquer pour que les gens comprennent. Oui, excuse-moi, j'utilise des termes en pensant que tout le monde les connaît. L'esprit. L'eau, tout ce qui est. Voilà, donc l'esprit en Ayurveda est décrit comme un lotus, en 3 parties donc, qui a des racines, une tige et une fleur. Et le lotus, il prend naissance dans la terre, qui correspond à l'obscurité, l'inertie, le sommeil, ce qu'on ne voit pas, et qui correspond à un état ignorant de l'esprit. On a tous du tamas, donc ça c'est tamas, la première étape, puisqu'on a un inconscient. On a un inconscient, donc on a forcément une part d'ignorance en nous. Ensuite, on passe dans la tige. La tige, c'est on rend les choses conscientes, on les met en mouvement. Donc on passait de l'inaction à l'action, la transformation. C'est aussi la tige, elle est dans l'eau pour le lotus, dans l'eau des émotions, dans l'eau trouble, où on ne voit pas très clair, mais il faut continuer d'avancer, entre guillemets. C'est joli, cette métaphore. Et ensuite, on arrive dans la fleur, qui est à l'air. Donc elle a une vision très claire, elle est belle, il y a cette beauté qui est présente. Elle a une couleur aussi qui est, alors ça dépend des lotus, mais souvent elle représente en blanc pour la pureté de l'esprit, justement. Et donc là, c'est la partie éveillée. Donc quand on est en état d'éveil, on nourrit sattva puisque c'est le jour, il se fait lumineux, on parle d'un sujet qui a pour but de nous élever, spirituellement et même émotionnellement. Donc on nourrit sattva. Quand on rêve, on est en état rajasique. C'est pourquoi les rêves sont très reliés aux émotions. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est très très en lien. Quand on est en état tamasique, c'est quand on est en sommeil profond. Donc on a tous besoin de tamas, sinon on ne dormirait pas. Donc ces 3 états de l'esprit vont nous aider ensuite à comprendre justement ce schéma de détox émotionnel et comment on vit les émotions. Donc quand on est dans l'émotion, on est dans Rajas, on est dans le mouvement. Ça bouge en nous, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne voit pas grand-chose, comme quand on est dans l'eau. Et la meilleure chose à faire, c'est qu'il faut traverser. Il faut traverser, quoi qu'il arrive, il faut le vivre. Et une fois qu'on l'a traversé, on va pouvoir aller dans sattva, donc cet état de clarté où on a justement le message de l'émotion, etc. Sauf que si on a un quotidien qui nourrit Rajas, donc cet aspect mouvementé de notre vie, de transformation d'action, et qu'on nourrit pas suffisamment sattva, on ne saura pas comment passer de l'un à l'autre. On ne saura pas comment se calmer, par exemple, suite à une émotion forte. On ne saura pas comment revenir à un état de paix. Puisqu'il y a des personnes, et c'est quelque chose que je décrivais aussi, qui est qu'on entretient l'émotion parfois, pour ne pas la vivre. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que, par exemple, on va être en colère, et plutôt que de vivre la colère, on va trouver toutes les excuses de notre journée pour dire « Ouais, mais il y a ça aussi qui s'est passé, et regarde toutes les grèves qui ont eu lieu et qui m'ont empêché d'être à l'heure à mon rendez-vous, et regarde la météo, c'est quand même n'importe quoi, on passe d'un moment de la pluie à un moment du beau temps, et on va trouver toutes les excuses possibles pour justifier notre colère sans la vivre. » Donc là, on reste dans un état rajasique en refusant de vivre la transformation, en fait, si on veut. Donc, en mécanisme de défense et pour refuser aussi pour sortir un peu de cette identité, il y a aussi l'impression qu'on identifie parfois les émotions comme étant maintenant notre identité. Pour ne pas voir aussi
la source de cette émotion. Il y a ça, et il y a en plus le fait qu'on est très nombreux, et je m'inclus dedans puisque c'était aussi mon cas, à avoir peur que ça ne s'arrête jamais. Mmh. Tu sais, Mmh. mais si je suis en colère pour toujours. Parce que tu peux en trouver beaucoup des raisons d'être en colère dans ce monde. Et Non, mais tout, quotidiennement, il peut arriver des choses qui te... Mmh. et tout comme tu peux trouver 1000 raisons d'être hyper heureux. Mais quand on est dans un état rajasique, on va trouver toutes les raisons d'être en colère. Et donc là, on a tendance à se dire, oui, mais si je rentre dans la grotte, je pourrai plus jamais en sortir. Donc il y a beaucoup, beaucoup cette peur. Et je la rencontre énormément. Presque à chaque personne que j'accompagne, c'est ça ne va jamais s'arrêter. Si je commence maintenant, surtout quand plus les personnes sont âgées, plus c'est le cas. Parce qu'en effet, il y a beaucoup qui s'est accumulé avec le temps. Mmh. Mais sachez que vous ne transformez que ce que vous êtes prêt à transformer. Donc c'est pas parce que vous allez venir me voir ou voir un autre thérapeute que d'un coup tout va sortir. Mmh. Ça va sortir à la vitesse à laquelle vous êtes prêt à le traiter. Parfois c'est beaucoup. Parfois, en effet, les personnes me disent, mais je comprends pas, il y a tout qui sort. Alors, je dis non, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Mais, mais c'est que vous êtes prêts. Mmh. Sinon, ça n'arriverait pas. C'est aussi positif et c'est important de le rappeler. On arrive toujours au bout du tunnel. Et au tunnel, tout est immuable, de toute façon. Donc, C'est ça. Mais ça demande du courage de traverser le tunnel. C'est pas confortable, c'est pas agréable, c'est rendre visite à des choses pas forcément que nous, on considère pas belles. Il y a beaucoup cet archétype du monstre dans les visualisations que je fais. Pas moi, mais que les personnes me décrivent. Et il faut savoir qu'un monstre, c'est juste quelque chose qui a été isolé. On revient à cette notion, en fait. Quelque chose qui a été isolé devient un monstre. C'est quelque chose qu'on ne reconnaît plus comme étant nous-mêmes. J'ai eu cette très belle image-là quand j'accompagnais une femme qui avait vu un dragon, dont elle avait très peur pendant toute la visualisation. Donc, je rassure, pendant ce genre de travail, je ne vous laisse pas tout seul dans la grotte avec le dragon. En mode, allez, vas-y, va te battre. Non, non, je suis à côté, je propose des alternatives, je propose un moment, il y a un moyen de se sécuriser. Donc, par exemple, de la lumière, de la chaleur, une bulle protectrice. Enfin, il y a plein de manières d'aborder les choses sans vous jeter dans le trou. C'est pas le but. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, au bout d'un moment, d'elle-même, elle m'a dit, mais en fait, le dragon, il veut me protéger. En fait, il est là pour moi, le dragon. En fait, le dragon, c'est moi. C'est une partie d'elle, en tout cas. Et c'est ça qui est très beau. Mais ça demande du courage au début. Ça demande de faire confiance au processus. Exactement. Et aussi de comprendre que c'est en acceptant de vivre ces émotions que l'on va également vivre les émotions qu'on valorise le plus, comme l'amour, la joie, la Merci de le bienveillance. rappeler. Bah oui, c'est ça. On a envie de choisir, en fait, c'est tout. Et puis pour se rendre compte des émotions qu'à l'heure actuelle on valorise, il faut aussi voir tout à son contraire. Tout est une polarité. On ne peut pas refuser le contraste de la vie. Et quand on le refuse, on refuse tout. Donc on refuse le haut et le bas. Et ce que j'avais, c'est ça, exactement. J'ai accompagné une personne qui était sous antidépresseur. Et elle me disait, ça faisait des années, elle, qu'elle était sous antidépresseur. Et elle me disait, au début, c'est confortable, hein, clairement, on ne sent plus rien. Mais voilà, je ressens plus rien. Je ne sens pas d'excitation quand je vais voir ma famille, je ne sens pas d'envie de faire quoi que ce soit. Et c'est un état terrible, puisque ça nous isole, encore une fois. Donc en effet, ce que tu rappelles, c'est essentiel, c'est-à-dire que vivre ces émotions plus challengeantes, elles nous permettent aussi de voir et de vivre beaucoup plus l'amour, de vivre la joie, de vivre la gratitude. Il y a un processus que je fais traverser les personnes, soit que j'accompagne, soit que j'ai vu en atelier, qui était l'échelle émotionnelle. En fait, c'est un processus naturel que j'ai trouvé que j'ai étudié par la suite. En fait, quand je l'ai étudié, je dis oui, et après il y a ça, et après il y a ça, et après il y a ça. Parce que je l'ai traversé moi aussi. Qui était qu'on va partir de la colère et on va descendre dans plein d'émotions, et qui nous amène ultimement à une forme de gratitude pour le truc qui nous avait mis en colère. Donc là, quand je le dis, les gens vont se dire ouais, c'est tellement bisounours de dire d'avoir de la gratitude pour ce qui nous a fait du mal ou quelque chose comme ça. La gratitude ne peut pas être forcée. Le pardon non plus. Donc quand on vous dit il faut pardonner, c'est bon pour vous
et pour la personne de pardonner. Vous ne pouvez pas vous forcer à pardonner, c'est impossible. Le pardon, c'est un état qui vient naturellement, justement, après avoir fait plusieurs détox émotionnels. Mm. Et c'est un état naturel. Et ce que j'ai fait en atelier, c'est que je ne leur ai pas dit les différentes étapes, je les fais vivre avant. Mm. Et donc là, une personne a montré le processus sans s'en rendre compte, en fait. Ou elle m'a décrit, c'était un exemple de thérapeute qui en avait marre que décommande ses rendez-vous au dernier moment ou quelque chose comme ça, ou des gens qui sont en retard, ou ce genre de choses. Et la personne a passé toutes les étapes de vivre toute la colère, de vivre la déception, de ce que ça peut générer, ce genre de personne, etc., etc., jusqu'à arriver au bout d'un moment, elles me disent, en fait, cette personne, elle m'a montré ça de moi, etc., que j'ai ça encore à travailler. En fait, moi, j'ai de la gratitude pour elle. Et Mm. j'ai rien eu à dire. Moi, j'ai même pas proposé ce procédé avant. Je savais absolument pas. Ouais. Et ce qui montre que c'est quelque chose qui est naturel, en fait. C'est quelque chose On qui passe se tous fait par les spontanément. mêmes étapes. Mm. Exactement. Bon. Et du coup, bon, la détox émotionnelle, est-ce que bon, ce que je comprends, c'est que ça se fait tout le temps, toute l'année, avec toutes les émotions que l'on ressent. Est-ce que dans les changements de saison, et du coup là pour le printemps, tu recommandes quelque chose de particulier? Euh, En fait, j'aime bien l'idée d'utiliser la détox physique comme un tremplin à Mhm. une détox émotionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas détaché l'un et l'autre. Je me rappelle quand j'ai étudié le Panchakarma en Ayurveda. Le Panchakarma, c'est une cure médicalisée qui se fait en clinique, en centre, très poussé, qui a pour but de vraiment vous nettoyer de manière très profonde. Et notre professeur nous avait dit qu'elle avait fait un des karmas, une des actions de cette cure, où elle nous disait après cette cure, j'aimais la terre entière. J'avais envie d'appeler toute ma famille pour leur dire que je les aimais, que j'étais désolée, etc., etc. Donc, il ne faut pas négliger le fait que la détox physique va aussi permettre de détoxifier le mental, puisque le mental, il circule dans le corps. Donc, si le corps il est embourbé de toxines, Mhm. ça ne va pas fonctionner. Donc, ça peut être par des plantes, ça peut être par les cures, ça peut être par un jeûne, ça peut être par un allègement alimentaire, ça peut être toutes ces choses très physiques. Mhm. Et après, ça peut être des intentions que, pour ma part, j'aime bien en fait revenir au rituel, revenir au calendrier qui est de, par exemple, le printemps. Alors, il y a tout le monde dit ça, de planter des graines, de mettre nos Mhm. intentions, Il y a une etc. énergie de C'est croissance ça. Mais il me dans le semble que je sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre qui en parlait, il y a aussi de la pluie très souvent, en tout cas dans nos régions. Ça brasse puisqu'on a des températures très froides, puis très chaudes, puis très froides. Donc c'est un moment d'instabilité beaucoup. ouais. Mhm. Donc forcément, ça va nous mettre face à notre propre instabilité intérieure. Et par exemple, au moment de l'équinoxe de printemps ou pas longtemps après, en Inde, ce qui se déroule, c'est Navaratri. Navaratri, c'est les 9 nuits de la déesse, pour célébrer la déesse de manière générale, mais particulièrement Durga, et qui a lieu à chaque changement de saison, en fait. Mhm. Donc, la plupart des rites spirituels ou religieux, peu importe, sont basés sur des rites physiologiques, Ouais. dans le but de le jeûne, c'est pas juste du jeûne physique. C'est pas pour rien que le carême dans la religion catholique a lieu à ce moment de l'année. C'est un moment de jeûne ou en tout cas d'allègement alimentaire. Et le principe même du carême à la base, c'était une forme de retour à l'intérieur et aller dans le désert. Aller dans le désert, c'est on va faire face à ce qui est pas confortable, clairement. On va faire face à ces Mhm. démons intérieurs. Donc c'est ça que je trouve beau dans toutes ces traditions, au-delà de la religion en elle-même, c'est des traditions. C'est qu'elles avaient très bien compris que on pouvait pas faire l'un sans l'autre, que le spirituel, l'émotionnel et le physique n'étaient pas séparés en fait. Donc ça peut être tout simplement par ce genre de rituel. Alors après, ça va dépendre des sensibilités de chacun. Est-ce que vous êtes sensible une religion ou à une pratique en particulier? Et vous pouvez aussi créer la vôtre, créer vos propres rituels en fonction de ce qui vous parle à vous. Vous pouvez piocher aussi ce qui vous parle le plus dans d'autres choses qui existent déjà. Mais là, c'est ce que j'ai proposé notamment pour Navaratri. J'ai proposé une pratique à faire tous les jours, se poser certaines questions tous les jours et d'être plus conscient de son mental, etc. Donc c'est une chose qui est possible de faire.
Ok, donc plus long, printemps, combien de temps? Comment ça se passerait concrètement si une personne veut le faire tout seul chez lui? Sur combien de jours? Est-ce que tu conseilles une répétition quotidienne? Comment tu le verrais? Ok, le protocole. Ouais. Euh, Si on peut en trouver un, après bien sûr chacun va l'adapter, comme tu le disais, à ce qui lui correspond à lui, le temps que la personne a, etc. Mais voilà, pour leur donner un peu une guidance, des grandes lignes. En fait, c'est tellement variable d'une personne à l'autre. Ce que je pourrais dire, c'est, puisqu'en plus, il y a la question de sur quoi on travaille. Parce que c'est pas le tout de dire on veut faire une détox émotionnelle, mais on commence où, on fait quoi. Mm. Ce que j'aime bien conseiller, c'est quoi qui vous pose problème actuellement dans votre vie? Vous commencez Mhm. par ça. Est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème relationnel? Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème de travail? Etc. Et on part de ça. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à explorer les peurs, par exemple, qui sont autour de ce problème. Quelles sont mes peurs par rapport à cette relation, par rapport à l'argent, par rapport à ma maladie, par exemple. Mm. Donc, on va explorer ça par le questionnement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, par du journaling, par exemple, le fait d'écrire. Ça peut être tout simplement avec intention de faire ce que je disais, décrivais tout à l'heure, de rentrer dans le corps et d'observer quand je pense à ce problème que j'ai actuellement, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Mhm. Est-ce qu'il y a de la chaleur qui naît? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la constriction? Est-ce que ça ouvre? Est-ce que vraiment on va décrire tout ce qu'il y a dans le corps? Ça peut être via des cercles de parole, des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des cercles en général. Ça peut être, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme exemple? Dans tous les cas, je ne peux pas vous donner quelque chose de générique puisqu'on a tous des besoins différents. Mais le Bien sûr. but, c'est de vous alléger. Donc, qu'est-ce qui est lourd actuellement dans votre vie pour vous? Mm. Et une fois que vous avez identifié ça, de quels outils j'ai besoin? Si vous ne savez pas, ça peut être intéressant de vous rapprocher soit d'un thérapeute, soit de regarder en ligne ce qui existe, voir ce qui est possible de faire. Il y a plein d'outils. Et Et la voir celui qui vous parle. méditation, la respiration, les exercices, le yoga, C'est ça. les petites pistes d'exploration. C'est ça. Et identifier l'outil. Alors, l'outil en question, c'est pas le problème, mais c'est comment on l'utilise qui peut l'être. La méditation ou même le yoga, le but, c'est de créer de la légèreté, de la clarté en vous. C'est pas de réprimer encore plus ce que vous ressentez. Non, non, c'est se connecter davantage. Ça. Voilà. Non, Le corps. je dis ça parce que j'ai beaucoup de personnes qui vivent beaucoup de colère et qui me disent, mais pourtant, je fais du yoga et de la méditation. Mais c'est peut-être que j'en fais pas assez. Je dis, non, peut-être que vous en faites trop. Lâcher prise. C'est ça. C'est même au-delà du lâcher prise, ça devient une manière de compenser en fait l'émotion. Mm. C'est comme c'est pareil pour moi que d'aller allumer la télé pour oublier ce qu'on ressent ou pire d'aller boire dans un bar pour oublier. Beaucoup de personnes utilisent la méditation pour oublier ou le yoga dans un sens non, tout va bien dans ma vie, non, nous sommes tous qu'amour. Mm. C'est bien Oui, il faut d'avoir du cette positif démarche. émotionnel pour arriver après, honnêtement, à ces états-là. Mm. Mais c'est bien comme pratique de nourrir cette va. Mais si on ignore tout ce qui est en dessous, donc la tige et les racines, c'est Mm. pas une détox émotionnelle, c'est mettre du maquillage en fait. C'est recouvrir, c'est mettre du vernis sur un accroc de voiture. C'est- On va pas régler le problème. Mm. Donc si le vrai but de la personne, c'est réellement de manière honnête avec elle-même d'aller nettoyer ça, de faire cette détox littéralement, elle ne peut plus faire ça en superficie, sinon c'est juste du rafistolage et ça ne va finalement qu'empirer les choses puisque ça reviendra. Et Mm. ça reviendra plus fort parce qu'apparemment c'était pas assez fort la première fois. Bah, c'est ça, hein, c'est que ça revient, ça fait toc toc, et si on n'a pas entendu, bah, là, du coup, ça va se manifester encore plus dans le corps, et c'est là qu'on laisse certaines maladies. Mm. C'est ça. Ok, donc printemps, bonne saison, petit rituel de journaling pour se poser les bonnes questions, voir comment on le ressent dans le corps, l'identifier et le vivre jusqu'au bout. Tu dis c'est important donc la durée d'aller jusqu'au bout du tunnel. Euh, Est-ce que tu vois autre chose à rajouter qui soit important, un peu comme tips
Je pense vraiment que l'hygiène physique peut être une grande, grande aide dans la santé émotionnelle. C'est le point de vue de l'Ayurveda. On ne différencie pas les deux. Euh, Puisqu'en L'état de fait, digestion, peut-être. Ou de digérer une émotion. tout ce que vous allez vivre sur le plan mental, émotionnel, vous allez aussi le vivre sur le plan physique. Mm. C'est juste que quand on n'a pas l'habitude, on croit que c'est deux choses différentes. Donc si vous ne savez pas, si vous n'avez même pas d'idée sur quoi travailler, partez sur du physique. Il y aura toujours quelque chose que vous allez trouver qui, sinon vous vous intéresserez pas à ce genre de live, à ce genre de sujet. Euh, Mm. donc j'avais une personne comme ça qui venait en consultation pour des problèmes digestifs, alors qu'elle n'a jamais eu de problème digestif, ou en tout cas très peu avant, parce qu'elle a une très bonne digestion, une constitution pitta qui digère tout. Mm. Et, et puis je lui dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour vous au moment où ça a commencé? Et puis sans faire le lien, me parle de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc je dis, ok, on va aller explorer ce qui s'est passé. On oublie la digestion, on le met de côté en fait. Et donc, en explorant dans le corps, qu'est-ce qui se passe là dans le corps quand je repense à cette altercation, à cette interaction ou ce sujet-là? Ah, ça se noue dans mon ventre. Ah, c'est bloqué. Ah, ça va pas du tout. Et en fait, c'était en lien direct. C'est-à-dire que ça devient compliqué pour moi de me rendre compte que beaucoup de personnes n'ont pas cette réalité-là, qui est que tout ce que votre corps physique manifeste, ça existe sur d'autres couches. Si c'est dans le physique, c'est que ça a déjà mis du temps à arriver dans le physique. Puisque plus on rentre dans la matière, dans la densité, plus ça prend du temps. Donc ça veut dire que c'est déjà manifesté sur la couche émotionnelle, la couche énergétique et la couche intellectuelle aussi. Mm. Ouais, complètement. Donc déjà, même si vous n'avez pas l'habitude de faire ce travail, vous ne savez pas par où commencer, rien que euh, prendre une nouvelle habitude pour votre corps physique, tout ce qui est dans la dinacharya, dans les conseils ayurvédiques par exemple, c'est déjà un pas. Mm. Après, si on veut aller plus loin, il y a l'histoire du tunnel où on va explorer l'émotion. Et ce que j'aime beaucoup proposer, c'est le travail avec l'enfant intérieur, Mm. puisque c'est plus facile, je trouve, d'être inconditionnellement présent avec un enfant qu'avec soi-même la plupart du temps. Parce qu'on a naturellement, surtout en tant que femme, mais je pense que ça marche pour tout le monde, on a naturellement plus de tendresse et de compassion pour un enfant. Parce qu'on n'attend pas de lui autant de choses qu'on en Mm. attend de nous-mêmes. Et Mais souvent, on là, l'écoute pas, notre enfant bah intérieur. non, Et c'est nos beaucoup. envies profondes et notre facilité et l'envie de profiter de la vie, Avec on clairement, l'écoute pas. oui, c'est Mm. inconfortable. C'est Mm. inconfortable et puis on n'est plus un enfant, c'est fini. Mm. On coupe tout, mais du coup, on coupe toutes les sources de joie aussi C'est ça. qui vont avec. Et la première chose que j'ai faite, en finale, je m'en suis rendu compte a posteriori, quand j'ai commencé à travailler sur ces émotions, j'étais tellement envahie que je me suis dit, ok, moi je ne sais même pas ce que je ressens. Je sais même pas si c'est de la colère, de la tristesse, du dégoût, je ne sais même pas ce que c'est. Moi, je te comprends. Par contre, peut-être que la petite Manon de 5 ans, elle sait. Parce qu'elle, elle n'a pas tous ces conditionnements que moi j'ai. Mm. Et donc je l'ai visualisée et je suis allée la regarder et l'observer avant même lui poser des questions ou lui dire c'est quoi ton problème. Mm. C'est Oui, comme ça donc, qu'on comment aborde aller l'enfant intérieur. Mm. Je l'ai observée. Elle était pas très heureuse, clairement. Elle était en colère. Elle était très très triste. Et donc on a exploré ça. Et c'est beaucoup plus facile, je trouve, quand on a cette approche-là, puisque d'un coup on se sent responsable de sa santé émotionnelle, comme si on était responsable d'un Mm. enfant. Et, et d'un coup ça apporte l'amour de soi à un niveau beaucoup plus profond. Et que l'amour de soi, c'est pas juste méditer et puis faire des affirmations positives et chanter des mantras. L'amour de soi, c'est cet amour-là inconditionnel pour l'enfant intérieur, même quand il tape partout, Ah même ouais, quand mais il il faut casse tout. aimer son obscurité. Hein. Mm. 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 Et on fait des choses très chouettes en séance. Hein. Il y a des enfants intérieurs que je les encourage à tout casser, à crier. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça peut être fait d'une manière visualisée.
et ça suffit. Mm. Alors, il existe des lieux dans lesquels vous pouvez faire ça. Ça s'appelle comment on appelle ça? Des rage rooms ou des furry D'accord. rooms. Oui, Ça existe. je savais pas. J'ai découvert ça il y a quelques mois. Ça existe, Ok. c'est des endroits où vous payez pour aller casser des choses, Ah littéralement. oui, d'accord. Oui, oui, oui. D'accord. Et, Ah, c'est et vous pouvez faire ça si vous voulez, mais souvent, c'est même pas nécessaire. nécessaire, oui. Moi, j'ai un peu cette image qu'à partir du moment où on s'est connecté à l'émotion, on la ressent dans le corps et on attend, ce que tu disais, tout ce temps pour traverser le tunnel. À un moment donné, en fait, c'est un peu comme si elle s'évapore et elle nous donne un peu une réponse de son origine, non? Bah, plus vous l'écoutez, moins elle a besoin d'être forte. Mm. Mais parfois, quand il y a eu des années et des années de répression, ça peut être bien de passer par une étape de, comment on appelle ça, de catharsis un peu. Ouais. Faut évacuer, en fait, ce mouvement Mm. dans la matière. Mm. Euh, et donc, ça peut passer, j'ai conseillé des personnes comme ça, de trouver une manière pour elles d'exprimer cette colère physiquement, d'une Mm. manière saine pour elles et pour les gens qui les entourent, bien Taper sûr. dans un coussin, aller en nature et crier. C'est ça. Mm. Et ça a fait des miracles, hein. Vraiment, c'est hyper efficace. Mais c'est pas forcément nécessaire, encore une fois, puisque on peut s'imaginer une émotion comme un enfant perturbant dans une classe. Au début, il fait le malin. Il veut de l'attention, en fait, tout Mm. simplement. S'il n'a pas cette attention, il va parler plus fort. Puis il va faire une bêtise, parce qu'il sait qu'il aura de l'attention s'il fait une bêtise. Et puis si la bêtise, au bout d'un moment, elle est plus suffisante, il en fera une plus grosse. Puis une plus grosse. Et puis au bout d'un moment, il Mm. va perturber toute la classe. Donc tout ça pour avoir de l'attention. Et votre émotion elle fait la même chose, en fait. Mm. Et souvent, à partir du moment où on lui donne pleinement cette attention, il y a Ouais. Voilà, je comprends. il y a plus besoin Mm. d'escalader comme ça. Mais parfois, ça peut prendre du temps, ça peut prendre, encore une fois, du courage. Euh, Mm. parce que, pour l'avoir vécu, on est dans des moments où on se dit, mais si la pression augmente, je vais mourir. Si Mm. cette émotion continue d'augmenter, je vais mourir. Mm. Et en fait, ce qui a été très libérateur pour moi, c'est de dire, OK, on va la laisser prendre le dessus, on va la laisser prendre cette pression. C'était une forme de pression qui s'est exprimée en moi. Et je l'ai appliquée physiquement sur mon corps. Donc j'ai serré mon corps à un point où ma force physique ne me permettait pas de serrer plus fort. Et j'ai vécu cette pression dans mon corps, dans la matière, vraiment. À un point où au bout d'un moment, je me suis dit, je suis toujours là. Je suis toujours en vie. Et pourquoi je me serre comme ça, en fait? Pourquoi m'applique cette pression? Et là, ça a fait sens. En fait, c'est toi qui t'appliques cette pression. Mais tant que je le faisais Mm. pas physiquement, c'était pas logique. Mm. C'était une pression Ouais, qui venait ça fait d'ailleurs. pas. Mm. Et une fois que je l'avais manifesté dans la matière, j'ai fait, mais pourquoi je fais ça? C'est le moment où tu te dis, mais c'est moi qui ai créé ça depuis le début. Et là, il y a eu ce truc de, donc je peux choisir de relâcher cette pression. Et ça a été, ouais, libérateur. Mm. Donc passer par le corps physique, c'est souvent des choses que je conseille parfois de manière aussi simple que s'allonger par terre quand on se sent complètement envahi par un poids, Ouais. justement. Et ben on s'allonge par terre. De toute façon, la terre, elle est en dessous. Il y a d'autres bénéfices à faire ça. C'est une pratique qui est très ancrante, mais pas juste d'un point de vue spirituel ou même énergétique. C'est-à-dire que on se rend compte qu'on ne peut pas tomber plus bas, en fait. Et il y a cette Mm. forme Une d'humilité prise qui de nous conscience, ramène hein. à bon, bah, c'est bon, j'ai touché le bout, en fait. Mm. Je peux pas Ouais. être Et plus bas. maintenant, le seul mouvement possible, c'est vers le haut, hein. C'est ça. Mm. Et je peux rester en bas aussi si je veux. Tu vois, il y a ce truc de. En fait, même là, je suis encore vivant. Et même là, je Mm. peux encore faire certaines choses. Et ça peut être très libérateur pour des personnes qui sont dans des situations très désespérées, que ce soit par une maladie physique ou par une maladie mentale, Mm. de se dire si c'était pour toujours, si ça ne changeait jamais, comment comment je changerais moi mon comportement et qu'est-ce qui changerait dans ma façon de faire les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on va laisser la personne dans cet état, c'est pas le but, mais il y a un espèce de, c'est une acceptation en fait, si on veut, de ce qui Mm. est pour
ensuite pouvoir continuer sur le chemin. Si, pour reprendre l'exemple de la randonnée, on refuse d'accepter qu'on s'est perdu, on va être en lutte constante. Non, non, mais j'ai suivi la carte. C'était censé être le bon chemin. Et le soleil est là, regarde. Et là, on devrait être ici. On devrait être là. Mais il y a ce truc. Ouais, mais on n'y est pas, en fait. C'est complètement bien, on n'y est pas. On prend notre stratégie. C'est ça. Et il y a ce moment où on se dit, ok, je suis perdue. Ok, pour utiliser mes mots, désolée d'utiliser ces mots, mais j'ai foiré quelque chose, on est perdu. Il y a quelque chose d'extrêmement libérateur de dire, ok, on est dans cet état que je ne voulais vraiment pas, mais on y est. Et en fait, l'acceptation et parfois la prise de responsabilité sur ce que l'on ressent. Mais à partir du moment où on fait déjà ce mouvement vers l'avant, de chercher à connecter avec son corps, se comprendre, conscientiser ses émotions, les vivre jusqu'au bout, on est déjà dans la libération et dans le mieux-être. c'est ça. Et il y a tu as dit ça, la responsabilité, c'est hyper important comme mot parce que c'est response-able. Je suis capable de répondre. Et ça redonne en fait le pouvoir de faire ça. Parce que quand on est dans le trou et qu'on refuse le fait qu'on est dans le trou, ou quand on est perdu et qu'on refuse le fait qu'on est perdu, on est impuissant, totalement impuissant. Et c'est au moment où on se dit, ok, je suis perdu, ok, on est là. Il n'y a que à ce moment-là qu'en fait on peut reprendre notre pouvoir sur la situation. Ouais, complètement. Et les gens Et le c'est voient pas un faux pouvoir. comme un poids, non? Quand on dit oui, tu es responsable de ton bien-être, les gens le voient, mais oui, mais c'est me culpabiliser. Non, c'est te redonner ton pouvoir. J'aime bien dire Complètement. responsable mais pas coupable. C'est bon. Et, Super. mais ça demande aussi, il faut faire attention avec ce genre de... je dis ça parce que ça peut être très traumatisant, entre guillemets, de dire à une personne à un certain stade de son développement qu'elle est Bien sûr. responsable de sa maladie. Il y a des personnes que j'accompagne à qui je ne dis pas ce genre de choses. Parce que ça ne les aiderait pas, en fait. Ça ne les aiderait absolument pas. La première chose à faire quand on accompagne, surtout dans ce domaine-là, mais n'importe quel thérapeute, c'est d'apporter de la compassion et de l'amour. Bien sûr. Au bout d'un moment, l'amour peut prendre la forme de « il faut que je lui dise la vérité ». Et ça peut passer par ça. Mais si dire une chose, si la personne n'est pas prête, si dire une chose, ça n'apporte pas aux soins, c'est de la maltraitance, en fait, si on veut. Et on se retrouve avec des personnes qui, bah oui, c'est vrai, il y a quelqu'un de très spirituel en face de lui qui lui dit, bah oui, vous créez votre réalité, votre maladie, c'est vous qui l'avez créée, etc. Elle se sent encore plus démunie. Parce qu'elle se dit, de une, je suis dans le trou, et en plus, c'est moi qui l'ai creusé, et puis j'ai sauté dedans. Et quand on n'a pas les outils pour en sortir, on va se dire, mais du coup, je suis folle ou je suis folle et en plus, je vais peut-être recommencer parce que si je l'ai fait sans me rendre compte, c'est que ça peut recommencer en fait. Donc, c'est pas quelque chose qui peut être toujours bienveillant à exprimer, même si c'est une réalité. Il y a une autre réalité qui est que la personne n'avait pas du tout conscience qu'elle était en train de creuser. Donc, c'est important de garder cette... Notre rôle, enfin, toi en tant que thérapeute, moi avec Aline, d'essayer d'aider les gens à doucement et à mesure de leur capacité à entendre les choses, les aider à prendre conscience, en les accompagnant de manière, comme tu le fais, par de l'explication et par leur donner envie aussi de commencer ce processus et leur donner la main sur ce chemin. C'est ça. J'ai des personnes que j'accompagne où elles m'ont dit, moi, je veux pas aller dans le précipice pour représenter l'inconscient. Je veux pas aller voir ce qu'il y a. Je dis, ok, je vais pas vous forcer. Je sais que je leur dis, par contre, si vous me parlez de vos problèmes de santé, vos problèmes dans votre travail, je me dois de vous exprimer le fait qu'on peut aller régler ça ensemble en allant explorer certaines choses. Si vous ne voulez pas le faire, on ne le fait pas. Et c'est une attitude que je conseille d'avoir chacun, qu'on soit thérapeute ou pas, envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour la responsabilité et il y a un temps pour la compassion. Votre enfant intérieur, il a besoin de compassion en premier.
Et une fois qu'il a reçu l'attention et la compassion dont il a besoin, il va pouvoir prendre la responsabilité de lui-même. Vous n'aurez même pas à le forcer, en fait. Il Mm. voudra prendre la responsabilité. Il y a cette croyance, je parle de ça parce que c'est un sujet que j'ai vu il n'y a pas longtemps dans des partages et j'associe beaucoup notre éducation émotionnelle à l'éducation des enfants. Mm. Parce que pour moi, c'est très en lien en fait. Comment on perçoit l'éducation des enfants et notre rapport aux émotions. Où on croit encore que c'est possible de trop aimer un enfant. Non, c'est pas possible. C'est impossible de trop aimer un enfant, c'est impossible de trop aimer quelque chose. Ce qui est possible, par contre, c'est d'étouffer un enfant. C'est de transférer son anxiété sur un enfant. Donc, il donnait cet exemple, cette personne qui parlait d'éducation, elle donnait cet exemple de on ne peut pas trop aimer un enfant, mais par contre, les enfants qui finissent, les fils à papa, les filles à maman, qui n'arrivent pas à couper le cordon, en fait, qui ont du mal à sortir de ce confort, c'est des enfants qui ont en réalité subi l'anxiété ou la peur de leurs parents. Donc, typiquement, la mère anxieuse qui va se réguler son anxiété en enlaçant son enfant ou en privant son enfant de faire des choses trop dangereuses, entre guillemets, Mm. ou en étant hyper surveillante, en s'assurant qu'elle l'a toujours à vue, qu'il fait tout, il est toujours dans son champ de vision, que ça, c'est pas aimer, ça, c'est être anxieux. Mm. Et l'enfant, il le capte. L'enfant, c'est une éponge, il va absorber ça et donc il le capte très bien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois à l'âge adulte, il n'aura toujours pas pris cette responsabilité de sa vie parce qu'il n'aura pas non plus reçu l'amour dont il avait besoin. Il aura reçu du si tu fais ça, je vais me sentir pas bien. Parce qu'au final, c'est ça. C'est que là, les parents, inconsciemment, encore une fois, je tiens à déculpabiliser les parents, mais inconsciemment, ils vont transférer leur anxiété sur leur enfant. Mm. Donc c'est impossible de trop aimer. Et d'où l'importance de faire des détox émotionnels pour comprendre, faire tout ce chemin-là et ne pas le transmettre après à ses enfants. C'est ça, et puis ça s'arrêtera jamais, il y aura toujours du travail à faire. Vos enfants, ils seront traumatisés, quoi qu'il arrive. Je rappelle ça souvent parce qu'il y a cette peur ensuite de dire oh, mais je vais pas faire d'enfants, c'est terrible. Euh, on n'est jamais prêt. Et ce qui compte, c'est est-ce que vous êtes capable d'avoir une communication ouverte sur ces sujets avec votre enfant, si vous avez des enfants, et comment vous réparez la situation. Parce que si vous êtes quelqu'un qui vous intéressez à ce genre de sujet, vous êtes quelqu'un qui est intéressé par gagner en conscience. Gagner Mm. en... Et la conscience, c'est qu'est-ce qui se passe là dans le présent. Mm. Donc si vous êtes conscient de ce qui se passe dans le présent, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre enfant. Il y a une personne qui partageait ça et je trouvais ça magnifique parce que à un moment, elle a osé se confronter à son enfant, lui disant, est-ce que tu pourrais me raconter une fois où tu as eu l'impression que je faisais quelque chose contre toi ou que je ne t'ai pas écouté, que je ne m'intéressais pas à tes besoins, etc. Et ça a été dur pour cette maman parce qu'elle a dû écouter sa fille dire oui à cette fois où en fait tu t'en fichais complètement de ce que je pensais et ce que je pouvais vouloir et elle s'est rendue compte bah oui à ce moment-là j'avais une autre priorité. Par exemple, je voulais aller vite donc j'ai voulu qu'elle se dépêche et je me suis pas du tout intéressée au fait qu'elle se sentait bien ou pas à faire cette chose. Mm. Donc, ça peut passer par des moments inconfortables en tant que parent à se dire, OK, on va aller checker avec l'enfant. À partir d'un certain âge, il peut communiquer avec vous, hein, et puis il peut parler de ses émotions et puis il peut vous montrer ses émotions aussi. Donc, ce qui compte, c'est de rester dans cette recherche de conscience, cette recherche Mm. de présence. En fait, on peut aussi utiliser ce mot-là. Et à partir du moment où on reste dans cette présence, les choses peuvent que bien se passer, entre guillemets. Et il y a des jours où vous n'allez pas être dans cette présence parce que vous n'avez pas assez dormi, parce que vous avez mal au ventre, Oui, vous ça, avez il mal faut en digéré quelque parler chose, aussi. Hein. parce Il que, y a enfin, quelque chose de 24 sur 24, c'est bien ça. sûr. Et ce Mm. qui compte, c'est à chaque fois, je suis retombée dans ce truc de, je me suis fait rattraper par une crainte, Automatisme. par un Mm. automatisme, par un schéma, etc. Mm. Mm. Et Et vous là, retomberez dedans, hein, je mm. tiens à le préciser. Mm. D'où l'importance de ralentir aussi et de se dédier, ce n'est pas tous les jours, au moins un certain moment dans la semaine, un moment de tranquillité et de retour à soi pour se reconnecter. Exactement. Mm. Ok.
pense qu'on va arrêter là parce que sinon, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures toutes les deux. C'est ça. Mais j'aurais plein d'autres idées de sujets pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans tous ces concepts. Donc, très certainement, maintenant, on refera un live autour de ces sujets-là. En tout cas, je te remercie. C'était extrêmement intéressant. Je vais essayer d'en sortir un peu la moelle épinière et peut-être de faire un petit post sur tout ce qu'on a dit parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Et moi, en tout cas, je me sentis super identifiée parce que je passe dans ces mêmes processus comme tout le monde. Mais je suis vraiment dans ce travail-là en ce moment sur l'acceptation des émotions. Donc, un grand merci pour tout ce que tu as pu partager avec nous. Et j'incite tout le monde à aller te retrouver sur tes réseaux, aller voir tout ce que tu proposes, que c'est super de qualité, j'adore. Donc, de toute façon, nous, on est en contact et puis on se reparle bientôt. C'était un grand plaisir et je reviendrai avec plaisir pour échanger avec toi. Et je tiens à préciser que les formules de Ayuin, alors j'ai eu l'occasion d'en tester qu'une à l'heure actuelle, mais qui a été très validée. Et c'est des formules, je tiens à le préciser, qui agissent aussi sur l'esprit. C'est pas seulement sur le physique. Donc c'est tout à fait dans le sujet. Et donc si ça peut être une aide, c'est une aide, c'est un outil, mais c'est un outil Bien qui sûr. fonctionne. Donc je tiens à le préciser. Ouais, c'est pour ça que avec Aline, en tout cas, on essaye de parler non pas que des plantes et que des cures que l'on vend, mais d'avoir vraiment une approche globale. Et c'est ça qu'on parle d'émotions, on parle de yoga, on parle de tout ce qui peut être un peu un accompagnement en plus des plantes, qui est un outil puissant, mais qui peut pas être uniquement là. C'est pas les formules miracles, c'est vraiment, il faut que ce soit un ensemble de pratiques. Merci en tout cas pour ton honnêteté et ton ouverture et puis pour faire les choses du mieux que tu peux avec cette marque puisque c'est pas facile. Non, c'est jamais facile. Merci en tout cas de m'épauler et d'être là maintenant et on se reparle très vite. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao, ciao.